Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale. C'est toujours un plaisir de lancer ces duos. Et déjà, je voulais vous remercier d'avoir plutôt privilégié la plateforme plutôt que la Coupe du Monde. Non pas qu'on n'aime pas le foot, mais voilà, c'est déjà un engagement, un choix. Donc, on vous remercie déjà de cette attention. Et puis, le plaisir, c'est cette rencontre. Parce que, je le rappelle tout le temps, les duos ne sont pas des battles. L'idée n'est pas d'opposer les gens, mais ils ont le droit, hein. Et puis, comptez sur Philippe Tretiak pour justement les mettre en lice, mais surtout une discussion. Hein. Alors on me demande tout le temps, mais qu'est-ce qui fait qu'un tel est avec un tel, qu'une telle est avec une telle ou... Eh bien, la réponse, elle est assez simple. Là, c'est qu'ils partagent là d'une manière évidente, et je pense que le débat ce soir va le dire, c'est précisément déjà un travail sur la matière et une façon d'exercer aussi l'architecture. Donc, leur installation là-bas a l'air d'opposer la métropole au territoire. En fait, il n'en est rien. Mais vous allez voir, tous les fils vont être tissés, tirés par Philippe Tretiak, que je remercie d'avoir accepté d'organiser cette discussion, car il s'agit d'une discussion. C'est parti. Merci Francis, merci à toi de m'avoir proposé d'animer cette rencontre, parce qu'effectivement, je suis très content, parce que, en fait, elle m'excite beaucoup, cette rencontre, parce que dans vos travaux respectifs, il y a des tas de choses que j'aime, et puis des tas de choses que j'aime pas. Et c'est formidable parce que j'espère que vous allez m'expliquer que j'ai tort, surtout. Je suis prêt absolument à reconnaître et à retirer tout ce que je viens de dire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on reçoit deux équipes. En fait, il y en a une qui paraît évidente, puisque... entre d'un côté les deux architectes ici sont évidemment côte à côte, bon, ça va de soi. Mais Anna, en fait, comme elle représente ici le collectif encore, on peut dire que derrière Anna, il y a toute une série de... Vous aussi, d'ailleurs, vous avez des associés, mais enfin, l'idée du collectif est vraiment marquée chez Anna Schaffper, et donc... on a donc affaire ici à deux groupes, disons, et pas seulement un duo et une personne seule. C'est la première des choses. On a deux groupes et on a deux styles. Ça, c'est incontestable, Francis l'a souligné, mais c'est vrai que Barraud, Pressaco, Cyril, Thibault, vous êtes, vous, des architectes urbains, il n'y a pas de doute, vous êtes installés dans le 19e arrondissement de Paris, c'est déjà une première chose. Ce n'est pas le genre de choses qu'on signale d'ordinaire, mais là, on le signale parce qu'évidemment, Anna, elle, n'est pas du tout installée dans le même type d'environnement, puisque son lieu de travail est perdu quelque part. Et je dis bien perdu parce que je sais que on va se tutoyer, tu reconnais toi-même que vous êtes dans un endroit où il manque énormément de choses. Il y a la beauté du paysage, mais enfin, il manque, on va revenir sur ces manques. Mais en tout cas, vous êtes installés, vous, donc, au fin fond des Pyrénées, dans le Pays Basque, si je ne me trompe pas, dans le Béarn, bien sûr. Et donc, cette différence géographique, elle est pas seulement géographique, elle est évidemment... elle influe énormément sur votre manière d'aborder l'architecture. Il y a une autre chose qui vous oppose, et c'est pour ça que dans le petit texte que j'ai écrit, je l'ai résumé de deux mots, j'ai dit assemblage d'un côté, assemblée de l'autre, parce qu'il me semblait que pour vous, l'idée principale, mais vous nous direz si c'est vrai ou pas, il me semblait que ce qui fonde votre travail, c'est véritablement l'idée même de l'assemblage des matériaux, c'est l'aspect constructif, alors que c'est donc les matériaux, mais c'est la pierre, le béton de chanvre et d'autres choses encore. Alors que chez Anna Schaffper, il me semble qu'au contraire, ce qui est le plus important peut-être, c'est moins les matériaux que l'air, je dirais. Et probablement ce qui est entre les êtres. Et en ce sens, j'ai parfois l'impression que le matériau le plus important pour vous, c'est l'humain. C'est sans doute aussi pour vous une réalité évidente, mais quand même, dans votre approche, dans votre manière de penser l'architecture, il me semble que vous ne partez pas du tout du même point de départ, je dirais. Et donc, vous n'arrivez pas non plus aux mêmes endroits. Alors évidemment, il y a des différences, mais il y a aussi des points communs. D'abord,
probablement l'idée que, évidemment, vous avez pris conscience, comme tout le monde, du fait qu'aujourd'hui, il faut bien faire des économies, qu'on n'en rajoute pas. Je sais que Pressaco, vous m'avez dit l'autre fois une chose qui m'a intéressé. Vous m'avez dit, ce qui nous intéresse, nous, c'est les pas grand-chose. C'est-à-dire que quand on apporte un pas grand-chose quelque part, c'est très important. Donc on va revenir là-dessus. Et je sais aussi évidemment que c'est même peut-être plus radical encore chez Anna Schaeffer, puisqu'il y a cette idée que peut-être qu'il ne faudrait même plus construire, mais qu'il faudrait au contraire seulement, mais ça c'est un discours qui se répand, qu'on entend de plus en plus, qu'il faudrait seulement s'attaquer à ce qui est déjà construit pour le réhabiliter, le transformer. Voilà. Donc, avant de rentrer dans une discussion, je voudrais vous demander à l'une et aux autres, déjà, de parler de ce fameux pipe ou demi-pipe, parce que c'est un exercice obligé. Donc, tous les architectes du duo sont passés par là. Et cette fois-ci, alors là, c'est très très net que l'on a vraiment deux écoles différentes qui s'expriment. Donc, je voudrais d'abord demander peut-être à Anna qu'elle explique comment elle a résolu la question du demi-pipe. Voilà. Mais je pense que c'est parce que c'est vous qui avez commencé, en fait. N'est-ce pas, hein? C'est parce que c'est un dialogue. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. C'est juste une réponse par rapport à leur travail. Si tu préfères qu'il commence. D'accord, très bien. Ouais, bonsoir, en attendant les diapos. Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Francis Rambert, de nous avoir réunis. On est hyper heureux vraiment de discuter avec toi, Anna, et avec tout le collectif qu'il y a derrière, comme tu le rappelais, Philippe. On ne s'appelle pas collectif, mais on est loin d'être tout seul. Tu l'as dit aussi, Philippe. Je pense que c'est très important de rappeler que ce qu'on dit là ce soir, c'est porté aussi par toute une équipe, et non seulement porté, mais surtout fait. C'est ce qu'on va expliquer un petit peu derrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, et on les salue, on les remercie, et on fait plus que les remercier parce qu'on partage avec eux vraiment l'ensemble de ce qu'on va dire ce soir et de ce qu'on va vous proposer. Notre installation, en effet, elle s'appelle Objet trouvé, en réaction peut-être avec l'exercice qui nous avait été demandé de faire, c'est-à-dire ce half-pipe, cette espèce d'objet un peu étrange qu'on n'appréciait pas trop, pour être tout à fait honnête, qui nous enquiquinait un peu. Mais on a essayé de dépasser un peu cette question un peu du dégoût pour le réel, pour le transformer avec un tout petit peu plus d'indulgence en matière à faire, en fait. Et donc d'avoir de cette première effet un peu épidermique, de transformer en une espèce de production plus intéressante. Et c'est vrai que du coup, Anna, on t'a un peu, et c'est pour ça que tu dis qu'il faut qu'on démarre, parce qu'on t'a un peu piqué tout ce qu'il y avait sur place, et on t'a laissé un peu la place vide, ou la place nette, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais on a voilà, tout pris, tout subtilisé, et on s'est approprié la chose. Oui, et vous m'avez laissé avec rien. Et on t'a laissé avec rien. Que j'adore. Et j'ai le sentiment, et on a eu le sentiment que c'est quelque chose qui te convenait plutôt bien, voilà, de laisser, de faire avec pas grand-chose à nouveau. Donc objet trouvé, parce que c'est intéressant de se confronter à l'existant et ce qu'on a sur place. Donc on a pris ce half-pipe qu'on a... Non, ça ne marche pas. Qu'on a à travers un certain nombre d'étapes, des gestes relativement simples, qu'on a mesurés justement en fonction justement de leur vertu, des gestes qu'on essaye voilà, de sélectionner, de comprendre pour savoir à partir de quel geste et à partir de quel simple geste on allait pouvoir avoir les effets maximum. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup. Donc le half-pipe, on l'a découpé en 4 morceaux, 4 parties, 4 fragments, donc 3 coups de scie circulaires, comme ça, qui nous a permis comme ça de mettre à distance un peu 4 fragments. 2 ont été renversés, les parties qui contenaient des courbes, et sur ces parties courbées qu'on a renversées, on est venu comme ça poser les 2 parties qui étaient cette fois-ci parallélépipédiques. Donc un coup de scie, un renversement, une superposition, et c'est à travers ces petites choses-là que cet objet trouvé s'est transformé en fragment, puis a donné naissance à une nouvelle forme. Ensuite, ah oui, je crois que c'est à vous en fait de passer, ça marche pas. Ensuite, la question de l'emprunt, c'est important parce que c'est cet objet trouvé qui a été décomposé. On considère qu'on emprunte les choses, qu'on ne les subtilise pas, donc qu'on se les approprie pendant quelques mois, là, pendant l'occupation qu'on a de la plateforme, mais que les gestes ne devaient jamais altérer
leur aspect originel, de manière à ce qu'ils puissent à terme soit redevenir half-pipe, ça c'est l'exercice, c'est la question que Francis Rambert nous a posée, donc il faut à tout prix que les choses puissent redevenir à l'état initial, soit peut-être participer d'une histoire nouvelle qui est encore inconnue, mais qui pourrait, voilà, ces morceaux-là, que deviendraient-ils? Et je pense que dans la construction, cette histoire nous intéresse beaucoup, peut-être on pourra en reparler, la capacité de manipuler des objets, de comprendre leur trajectoire, leur déplacement, et de se poser la question de savoir comment à terme ils pouvaient peut-être poursuivre une vie, un destin qu'on ne connaîtrait pas encore à ce jour. Alors, non, ça va dans le sens, pardon. La question du déjà-vu, ce qui est important quand on travaille avec l'existant ou avec des objets trouvés, c'est peut-être la poétique qui est chargée dans les objets ou ce degré de lecture qui nous permet, à partir d'objets trouvés, à partir d'un objet trouvé, de fabriquer une forme nouvelle, mais qui nous indique quand même un petit peu, par la simplicité et peut-être la légèreté des gestes initiaux, de reconnaître peut-être leur état initial et de comprendre qu'avant leur mise en œuvre actuelle, ils ont été quelque chose d'autre. Et donc la forme à laquelle on a abouti, elle permet à la fois voilà, la reconnaissance de l'objet trouvé initial, pour ceux qui connaissent le half-pipe, et je pense beaucoup d'entre nous le connaissent, et en même temps de se dire que cette reconnaissance laisse place comme ça, d'une manière équivoque, à du déjà-vu ou de la découverte. Donc ça, c'était une stratégie qui était très importante pour nous. Et pour finir très rapidement, enfin, dernier geste, un coup de peinture. Alors un peu plus compliqué que ça, parce qu'il a fallu, et ça je ne peux pas dire que c'était si simple, parce que beaucoup de personnes ont beaucoup travaillé sur ce sujet, de tracer comme ça des lignes et des fenêtres, pour que cet objet, initialement half-pipe, qui n'avait pour nous une espèce de double vertu, à la fois objet et métaphore, à la fois half-pipe, mais aussi opposition, duo, on l'a un peu, comme on dit, nous tuer cette métaphore, tuer ce second degré, pour, avec des fenêtres, traduire pour l'objet une dimension qui serait cette fois-ci strictement architecturale et rien d'autre. Donc l'objet est devenu, avec un coup de peinture, une maquette au XXe, finalement. Alors, il y a une question, vous aviez demandé à Anna la possibilité d'utiliser tout, ou vous lui avez imposé? Comment ça s'est passé? Non, on a cherché. D'abord, on a essayé de comprendre et de mesurer, et de sous-peser ce qu'était ce half-pipe pour savoir ce qu'on pouvait en faire et quelles étaient les potentialités de ce type d'objet. On a émis des hypothèses de le travailler, de le partager à un moment, et puis on est très vite allé vers ces problématiques de forme, et ça a très vite séduit Anna de ne rien prendre, et de nous laisser tout, et nous laisser tout faire avec cette chose-là. Oui, non, mais c'est vrai que quand vous m'avez présenté le projet de refaire, j'avais d'abord proposé de dire bon, mais en ce cas-là, moi, je peux poser mes maquettes sur votre half-pipe. Mais là, vous n'étiez pas complètement d'accord. Vous disiez non, on préfère pas. Quand même. Et je dis oui, bon, ok, mais donc du coup, si je ne peux pas me poser dessus, je dis bon, en ce cas-là, si vous le piquez complètement, ça ne me dérange pas trop. Et comme ça, j'ai le vide et le rien. Et voilà, j'imagine quelque chose d'autre. Et pour moi, c'était aussi ce qui était problématique pour moi, parce que je trouve que c'est assez drôle de le refaire, parce que forcément, il était contrainte. J'aime bien refaire les choses. On ne s'appelle pas encore pour rien, mais ce qui était compliqué, c'est qu'il fallait le remettre à l'état après. Et du coup, c'était ça que je trouvais était compliqué, de passer de temps à le remettre, comme je trouve, il faut mettre le paquet au bon endroit, et je n'aimais pas de refaire, le refaire. Donc je trouve que c'est drôle, voilà, mais comme il faut le refaire, c'était ça que je trouvais était compliqué. Voilà. Alors Anna, est-ce que maintenant tu peux donc expliquer ce que toi, tu as proposé, puisqu'il n'y avait plus rien d'autre, il fallait inventer. Oui, voilà, donc effectivement, il n'y avait rien, et après... quand vous étiez toute l'équipe était venue chez nous, à Haute-Rive et à la Bastide de Villefranche, vous avez parlé justement que par exemple le Guggenheim à New York, c'était difficile de collaborer avec eux, d'avoir une exposition par exemple à New York et le faire venir ici à Cité de l'Architecture. Mais donc du coup, je me suis dit, je proposais du coup que la Cité de l'Architecture pouvait collaborer avec nous à la tannerie à Haute-Rive. Voilà, donc c'était en fait de trouver une collaboration comme ça qu'on propose pour faire une exposition qu'on met ici. Et après, on peut l'amener chez nous, à Haute-Rive, dans notre petit village, là où il y a peu de choses qui se passent. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est que ce collectif encore? Parce que tu as dit, visiblement, il y a
il y a plusieurs idées dans ce mot encore. Oui. Je peux juste aussi, parce que vous avez raconté énormément sur votre... Donc je voudrais dire deux choses, en plus des cartes. L'idée, c'était aussi, donc, de à la fois de collaborer, parce qu'après 6 mois, on peut le ramener. Donc c'est une structure très facile à démonter. C'est que des petites... comment ça s'appelle des couplets, voilà. Julien, qui est aussi associé de collectif encore. Il y a des petits couplets derrière, ce qui fait qu'on peut vraiment, une personne peut le mettre tout ensemble. Donc c'est vraiment le minimum de bois, de structure, et on peut le monter très facilement. Et après, il est complètement flexible aussi, parce que c'est comme une espèce un pinboard. Vous n'avez pas des pinboards en France, peut-être, hein? Oui, ça n'existe pas, ce mot en français, hein. Ce que je sais pas, c'est avec un pinboard, ça s'appelle comment? Hein? Oui, c'est qu'on peut punaiser des choses sur un oui, tableau. Voilà, donc c'est un tableau qu'on peut punaiser. Et donc, du coup, ça veut dire aussi que c'est une exposition qui peut développer dans le temps. Donc, effectivement, demain, quand vous revenez, il ne va pas du tout à l'air pareil, parce que chaque fois qu'on passe, ou que ma fille qui est là quelque part, elle va passer, elle rajoute encore des photos, il y a des choses qui se passent, etc. Tout ça. Donc, effectivement, il y a vraiment cette notion de collectif encore, qui ça veut dire à la fois plus, encore une fois, mais aussi, quelque chose qui est en train de se passer. Donc, quelque chose qui est en contenu. Et trouver une façon, justement, de faire comme on aime bien, que si on travaille bien, que les projets peuvent continuer à développer plus tard. Donc, c'était ça l'idée. Et après aussi, c'est aussi de refaire les cartes de notre territoire, le département. Et comme vous avez vu, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu, le Bayonne n'est pas noté, ni Pau, parce que c'est justement l'idée, c'est de refaire les centralités, réécrire les cartes, parce que vous savez très bien que les cartes, c'est des outils de pouvoir. Et effectivement, donc du coup, essayer de changer le regard, changer le poids, changer changer le monde. Alors, peut-être, c'est très important, et donc puisqu'on en parle, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que tu peux décrire le lieu où vous vous êtes installé, dire d'abord pourquoi, parce que tu es suédoise, donc comment tu es arrivée dans le Béarn, et comment tu décrirais ce lieu, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on n'y trouve pas, qu'est-ce qui manque, et qu'est-ce que vous voulez y faire? Donc, on se retrouve exactement entre Béarn et Pays Basque, sur la limite entre deux, dans le département Pyrénées-Atlantique. Ce que vous voyez sur les cartes. On voit les Pyrénées, on voit l'Atlantique, et on voit tous ces réseaux d'eau, les gaves qui traversent ce pays, qui est vraiment merveilleux. Au Pays Basque, vous le connaissez sûrement mieux, plus proche de la côte, mais à l'intérieur du Pays Basque, il y a la Soule, qui est assez abandonnée. Et après, dans le Béarn, au milieu, là où nous habitons, il y a plusieurs villages qui sont assez abandonnés. Donc ça veut dire qu'il y a plein de bâtiments qui sont vides. Donc, prêts à construire. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une des lois, encore, parce qu'on a plein de lois, plein de normes, mais il y a une des lois qui vient d'arriver, qui est assez jolie, et c'est le zéro artificialisation. Donc nous, on se trouve dans le bon endroit, parce que nous avons assez de bâtiments autour de nous pour trouver des lieux pour les gens, pour trouver des habitations, pour trouver des lieux. Et entre ces petits villages, il y a peut-être 5 minutes en vélo entre les villages. Et entre ces villages, la nourriture pousse. Donc nous habitons dans un lieu où nous pouvons se nourrir, travailler et habiter sans pratiquement se déplacer. Ce qui n'est pas complètement le cas à Paris, par exemple. Si vous voulez vous nourrir, c'est très très difficile de vous nourrir sans petit effort. Voilà. Et donc du coup, le travail, comme on a dit, pour faire le moins possible, c'est vrai qu'on se retrouve dans un lieu qui est béni, justement pour faire le moins possible. Comme je dis souvent, un bon architecte, c'est un architecte paresseux. Et on se trouve dans un lieu, effectivement, où on peut faire ça, de faire le moins possible pour faire le plus possible.
Mais évidemment, pour être un architecte paresseux, il faut travailler énormément. C'est pour ça que j'ai toutes ces rides. Je dois dire même. Oui, je sais, je suis très fatiguée parce que paresseux, c'est pas. La dernière fois, tu m'as même dit, je suis aplati. J'ai beaucoup aimé. On voyait vraiment que ça avait l'air d'être redoutable. Mais alors non, parce que la description que tu en fais de ce lieu, on a l'impression que c'est un espèce de paradis. On s'installe, il y a du travail pour vous, mais je pense qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. On a l'impression qu'on se baisse et on ramasse sans doute pas un ananas, mais enfin quelque chose quoi, pour se nourrir. Mais si j'ai bien compris quand même, il y a aussi plein de problèmes. Et c'est au cœur de votre travail justement, cette idée que, si j'ai bien compris, votre idée de l'architecture, ça comprend aussi la mise en place par exemple de transport. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est clair. Non mais c'est vraiment dire donc, collectif encore. Donc je ne vais pas dire, on est vraiment un grand groupe. Donc ici, là, il y a Julien Chapert, il y a Marie Pontet qui a fait l'exposition. Nous sommes aussi Cyril Marlin qui est paysagiste, David Pradel, architecte, Anne-Lise Bouillon, architecte. Donc on est plusieurs qui travaillent ensemble. Mais une des choses que je pense qui est vraiment très importante, nous sommes allés au Japon. Et Cyril, il a passé beaucoup de temps au Japon. Et il y a une façon de regarder le paysage au Japon où on ne le regarde pas du tout comme quelque chose de statique, ni comme un objet, ni comme une scène ou une vue, mais comme quelque chose vivant. Et même, en fait, ils ont deux mots. Donc, un mot pour dire le paysage comme on le voit nous, un autre mot pour eux. Et cet mot, si je le traduis un peu vite comme ça veut dire le vent. C'est justement tout ça, ce qui se passe. Et toutes les expériences et tout ça. C'est vraiment ça qui est l'architecture. Et quand on dit comme ça, c'est aussi de dire que cette expression que quand on le voit comme ça, c'est pour voir le paysage, c'est que nous sommes le paysage. Le paysage fait partie de nous et nous, on fait partie de paysage. Et si on le voit comme ça, on le voit la réalité. Oui, je vais la raconter comme ça, effectivement. En suédois, on a un mot, en suédois, ça s'appelle verklighet, la réalité. Et verk, si je le traduis en français, ça veut dire œuvre. Donc le verklighet, c'est une œuvre réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est juste donné. Comme ça, bah, l'ananas, je le porte. Non, l'ananas, il faut le planter, et au bon endroit, plutôt, et savoir déjà où on le plante. Mais effectivement, il y a vraiment cette réalité, on n'a pas qu'à l'accepter. Il faut vraiment qu'on le crée. Donc on ne peut pas dire, oui, mais on ne peut pas habiter à la campagne parce qu'il n'y a pas de transport. Non, on ne peut pas dire ça. Les transports, il faut les créer. Donc le monde, ce monde autour de nous, il faut qu'on le crée. On n'a pas à l'accepter. C'est pareil pour les règles, les normes, des choses comme ça. On ne peut pas juste, mais c'est les règles, c'est comme ça. Je veux dire, ils ne sont pas taillés dans la pierre. Il faut juste qu'on le change, il faut juste qu'on le transforme. Et ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça qu'on a appelé aussi cette exposition En campagne. C'est pour justement de vouloir transmettre ça. Allez, œuvre réalité, au travail, tout le monde, change le monde, maintenant, tout de suite. Alors, voilà. on va Anna, on va revenir là-dessus parce que c'est évidemment au cœur de votre travail et c'est très important puisque si j'ai bien compris, on vous fait des tas de propositions que vous refusez parce que vous estimez qu'elles ne sont pas utiles, et voilà. Mais je vais revenir là-dessus. Mais avant, je voudrais justement donner la parole à Thibaut et Cyril parce qu'il me semble que alors votre approche, elle est totalement différente. Je ne dis pas que vous n'arriverez pas à aux mêmes choses au bout. Mais il me semble que vous êtes, dans une démarche qui est beaucoup plus cérébrale, il me semble. Et en tout cas, votre point de départ, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la matière et c'est la manière de l'assembler. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre manière d'aborder l'architecture ? Je ne sais pas si c'est si opposé que ça quand on part de ce qu'on est en train de se dire là. Alors je vais peut-être plutôt chercher la convergence que l'opposition, mais quand tu dis on se baisse et on ramasse des choses, peut-être qu'on a aussi pendant ces quelques dernières années porté une grande attention aussi aux territoires et aux ressources de ces territoires et on a ramassé pas mal de choses.
Et on a observé aussi, au-delà de la métropole, dans des territoires un peu plus élargis, un certain nombre de choses, de matières, de matériaux, qui sont le point de départ de nos réflexions, mais qui sont aussi une matière pour faire projet. Peut-être qu'aussi le half-pipe, d'une certaine manière, s'inscrivait dans cette démarche-là, de dire on a quelque chose qu'on a ramassé d'une certaine manière et avec lequel on a fait projet, on a construit des formes et on a assemblé les éléments, réassemblé les éléments entre eux. Donc peut-être que c'est pas si éloigné que ça, même si c'est pas évident, mais je pense que le travail qu'on a fait avec la pierre, avec la description du territoire du bassin de Paris et l'identification de cette ressource, des carrières, etc., ça s'inscrivait un peu dans cette démarche-là aussi, de grande échelle et de territoire et de matériaux. Et je pense qu'après, on a aussi une recherche d'une forme d'économie de gestes, de moyens, qu'on a déjà travaillé dans le cadre des projets, avec des gestes simples, la scie, coupée, donc une économie très très forte du geste, qui produit une forme très significative. Et on s'en est peut-être pas rendu compte, mais finalement on a reproduit des choses qu'on a déjà faites à plus grande échelle, en refaisant ce half-pipe, en cherchant justement une forme d'économie de moyens, et en passant d'une forme à une autre, avec quelque chose de très rapide, de très immédiat. Et pourtant, en bouleversant complètement la forme, tout en gardant ce que disait Thibaut tout à l'heure, ce déjà vu, ce déjà là, cette reconnaissance des choses qui passent comme ça et qui passent d'un état à l'autre, mais sans vraiment réellement changer d'état de matière. Ouais, pour ajouter un petit mot sur ce sujet, c'est vrai qu'on aime bien ce mot, la question de la nécessité, par exemple. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut se retrouver par rapport à ce que tu dis avant, sur la nécessité de changer le monde, ou peut-être nous, la nécessité de faire avec ce qu'il y a déjà là, ou la nécessité d'engager la construction par rapport à ce spectre de l'économie, qui est un spectre très ambitieux, très puissant, en fait, et surtout qui a toujours été là dans l'histoire de l'architecture. Et ce qui nous intéresse beaucoup, peut-être, c'est de dire que, et c'est pour ça qu'on appelait ça les formes du réemploi aussi, en sous-titre d'objets trouvés, c'est que ce n'est pas suffisant. La question des ressources, la question du réemploi, la question du déjà là. Et c'est peut-être là où tu dis qu'on est cérébraux, mais je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus cérébraux qu'Anna, mais c'est une manière de nous... On l'expliquera après, mais je pense que surtout ce à quoi on est très attentif, c'est de ne jamais oublier les questions de forme, en fait, peut-être tout simplement, et de se dire que l'histoire de l'architecture, elle porte en elle intrinsèquement depuis toujours les ressources pour faire face à tout type de crise. C'est peut-être ce qu'on essaye de dire. Et que même s'il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas reproduire, même s'il y a peut-être des leçons à prendre de certains moments de l'histoire qui ont peut-être été un peu open bar, on va dire, sur certains sujets, on pense que la question de l'économie, elle nous permet au contraire de faire encore mieux ce qui n'a pas été bien fait quand on ne mesurait pas la consommation des objets qu'on manipule pour construire. Et c'est cet équilibre-là qui nous intéresse beaucoup. Le réemploi, évidemment, bien sûr, c'est une nécessité, mais c'est aussi une ambition pour interroger l'architecture intrinsèquement. Et c'est peut-être cet équilibre-là, vraiment, qui nous intéresse beaucoup. Alors, il y a quand même une chose dont vous m'avez parlé, c'est que ce qui comptait apparemment pour vous, c'est ce que vous avez appelé le coup de scie. Donc, est-ce que vous pouvez parler de ça? Parce que vous l'avez dit un peu, mais on sent que c'est très important pour vous, ça. Oui, ça, je peux commencer la réponse, mais le coup de scie, ça avait été un choc pour nous quand on a fait notre première expérience en pierre, pour l'instant la seule par ailleurs, hein, il y a quelques années, rue Oberkampf. Et pendant le chantier, on a visité évidemment, on avait visité des carrières, puis on a choisi nos pierres, puis on allait à l'encontre de ces moments de la transformation de la pierre. Et on a été très marqués. Je pense que ça a été un moment, un moment assez important pour nous, de remarquer qu'avec des gestes simples, un fragment de sol, donc la pierre calcaire, pouvait devenir très vite élément d'architecture. C'est-à-dire qu'on l'extrait, donc c'est une matière naturelle, c'est une ressource naturelle, donc il met des millions d'années à se constituer, et qu'avec un coup de scie, pendant son extraction et pendant sa transformation, elle pouvait devenir culture, elle pouvait devenir élément d'architecture. Donc de l'état de nature, on passait à l'état de culture avec très 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 peu de moyens. Et c'est vrai qu'on s'est acheté une scie un peu spéciale pour une scie circulaire là, pour faire notre installation. Et on est venu, avec Pauline de Grandguillot, qui nous a aidé à scier et qui a piloté toute l'opération, on est venu comme ça mettre chacun, on était trois, chacun un coup de scie.
Et on s'est un peu, comme si on avait pris la scie qu'on avait rencontrée il y a quelques années, et on remettait des coups de scie comme ça dans ce half-pipe, un peu pour se venger aussi de Francis qui nous avait demandé absolument de conserver le half-pipe, et en même temps en se disant mais c'est intéressant parce qu'il nous a quand même malgré tout permis eh bien, de se reconnecter à la fascination qu'on avait eue quelques années plus tôt. Et ça a été, comme tu le dis, très important parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec cette économie du geste et avec une scie électrique, au même titre que la scie qui scie les pierres, là, on a scié du bois. Donc avec la scie en pierre, la scie qui scie les pierres, ce sont des scies qui sont à circuit fermé, l'eau est conservée, etc. Donc c'est un processus très économe. Et donc on a fait architecture à nouveau avec notre coup de scie. Alors, je comprends bien que Francis Rambert a échappé au massacre à la tronçonneuse, parce que, mais pourquoi je dis cérébral? Parce que quand même, je vois bien déjà que immédiatement, tu parles déjà du fait que vous inscrivez votre travail dans un espace culturel. Je sais que, par exemple, il me semble que votre volonté, c'est de vous inscrire dans la discipline. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette idée que la forme, c'est capital. Mais il me semble aussi que... Alors, j'ai rentré même de façon même plus polémique. Francis, tout à l'heure, voit ce que vous avez fait et il dit... On voit très bien ce qu'il y a derrière, on voit les bâtiments que vous avez déjà réalisés, etc. Bon. Et moi, je me dis, on voit bien ce qu'il y a derrière, mais qu'est-ce qu'on voit devant? Parce qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas, à terme, une pauvreté dans ce que vous produisez, bien qu'il y ait une richesse dans la conception? Vous avez plein de choses en tête, mais ce que vous produisez, est-ce que c'est pas, vous le dites vous-même, c'est une architecture sobre, pauvre, vous le dites. Est-ce que vous vous faites pas un peu de mal aussi dans ce radicalisme? Non, certainement pas. Enfin, on se fait pas mal. Je pense que cette démarche qui est peut-être un peu rationnelle aussi, qui est une manière aussi de re-questionner des champs de questionnement qui ont déjà été investis au XIXe siècle ou à d'autres moments. C'est pour ça qu'on a ce rapport à la discipline, parce que finalement on emprunte à la discipline des questions qu'elle a déjà balayées d'une certaine manière, sauf qu'on les repose, ces questions, dans un contexte qui est le nôtre, contexte environnemental, technique, normatif, programmatique, etc. Donc on s'inscrit là-dedans, et peut-être ce rationalisme qu'on explore ou qu'on re-explore aujourd'hui, il nous conduit aussi à faire des choix qui sont pleins de retenue, parce qu'on mesure ce qu'on fait aussi, l'impact du geste qu'on a, l'impact de la matière qu'on utilise. Donc ça nous conduit, je pense, indirectement à ces formes-là qui sont peut-être en apparence seulement, d'une certaine retenue, ou peut-être aussi une forme d'ordinaire qu'on assume complètement. C'est-à-dire que dans ce contexte métropolitain qui est le terrain de jeu dans lequel on est, principalement, pas que, mais principalement, on est dans un environnement assez hétérogène, malgré tout, et on a une forme de discrétion assumée dans ce milieu-là, surtout qu'on a fait des premiers projets qui étaient des dents creuses, donc on fait des bâtiments qui ne se voient pas forcément du premier coup, et qui pour autant ont une certaine sophistication qui vient peut-être de la manière d'assembler les choses, de leur donner forme, etc. Mais je pense que non, on se fait pas mal pour répondre à la question, et il y a une vraie recherche par rapport à ça. Bon, alors, je vais continuer dans cet esprit, mais je sais que vous avez eu des architectes qui vous ont influencé les uns les autres. Vous, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, mais Jacques Lucan, entre autres, mais pas seulement. Et je sais qu'Anna, quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est Jacques Ondelat. Et justement, quand on oppose Jacques Ondelat et Jacques Lucan, on voit bien qu'on a deux manières d'aborder l'architecture qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, est-ce que Anna, tu peux parler de cette rencontre avec Ondelat, et en quoi est-ce que ça a été important dans la manière dont tu abordes aujourd'hui l'architecture? Oui, parce que j'aimerais d'abord juste dire oui, par rapport à ce que je pensais par rapport à la nécessité ou l'autre mot que je trouvais bien, c'est juste. Effectivement, ça c'est un bon mot, parce que ce que se passe aujourd'hui, c'est vrai que je ne pense pas que l'architecture a besoin d'être hyper rigolo. Je pense, il y a une chose que je dis souvent, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de construire le coucher de soleil.
Ça suffit de l'intégrer dans le bâtiment. Et souvent, effectivement, par exemple, Jean Nouvel, si on parle de lui, parfois on a l'impression, quand on voit certains bâtiments, on croit en fait que l'architecture pense qu'il faut que voilà, on fait une compète avec le coucher de soleil. Mais on n'a vraiment pas besoin. Et aujourd'hui, de toute façon, nous n'avons pas les moyens, de toute façon. Et je pense que c'est ça, effectivement, que l'économie de moyens, ce que nous en avons parlé, moi je sens vraiment cette façon un peu suédoise de faire, avec la simplicité. Et effectivement, c'est plus l'air, la lumière et l'espace qui est le plus important. Mais cet espace, on ne l'a pas si on ne travaille pas la matière. Et après, effectivement, c'est la question, où est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence avec l'air d'abord ou la matière d'abord? Mais surtout, ce que je pense est important, c'est justement le concret. Parce que c'est vrai, effectivement, ça peut sembler très... Quand on n'a pas scié en pierre ou quand on n'a pas été dans une carrière, ça peut être... Mais c'est quelque chose de loin, loin, loin d'être... C'est pas un télo, hein, je veux dire. C'est quelque chose vraiment très terre à terre. Et c'est cette sensation, justement, d'avoir à la fois les pieds dans la boue et la direction vers les étoiles. Et que c'est ça la base de l'architecture. Mais il y a quelque chose vraiment dans les pierres puisées. Voilà, donc, et après, pour Jacques Condelat, effectivement, donc, il y a Raphaël qui est là. Et c'est pas que Jacques, effectivement, parce que c'est pas une personne, c'est effectivement, nous, notre architecture, ça ne se concentre pas sur les personnes ou les êtres humains, c'est entre ce qui se passe entre nous. C'est pareil pour Jacques, dans une certaine manière, c'est peut-être Jacques en soi qui nous intéresse, et même d'ailleurs qu'il n'est plus là. C'est vide, c'est de rien, c'est ce qu'il a laissé la place, ce qui a fait aussi que nous, toute notre équipe, avec Raphaël, avec toutes les pouillonnes sauvages, comme on s'appelle, parce que un de ses livres préférés, c'était Les pierres sauvages de Fernand Pouillon. Donc nous sommes une équipe de pouillonnes sauvages et effectivement, et quand j'avais présenté pour cette fameuse C17 à Bordeaux, donc il y a... L'année prochaine, il y a 30 ans, j'avais présenté la première fois où je l'ai rencontré. Et le soir même, il y avait Raphaël qui m'a invité pour un pot-au-feu le soir. Et effectivement, c'est ça, je pense, effectivement, que l'architecture passe beaucoup par des pot-au-feu. Les pierres, du ciel les pierres et les pot-au-feu. Et c'est effectivement ça, le don de Jacques Condelat, de faire les liens, d'attacher le monde. Cet monde qui a été détaché, hein. Nous sommes tous un peu aliénés. Les bâtiments sont alignés, les façades sont alignées de l'intérieur, de l'extérieur. Et effectivement, il avait un don de lier les gens. Et même notre collectif, c'est lui en fait qui a vraiment dit, c'est lui qui m'a mis en lien avec Cyril Marlin. Et c'est Jacques Condelat qui avait dit à Cyril Marlin, il faut absolument que tu travailles avec David Pradel. Et effectivement, il était vraiment comme ça. Vous ensemble, on dit, oui, on ne tient pas trop. Mais bon. Et voilà, c'est comme ça. C'est étonnant d'entendre parler des pierres sauvages, parce que de Pouillon, parce que justement, moi, je l'avais noté en référence à vos travaux, à vous. Justement. Parce qu'il y a une phrase qui m'a toujours marqué dans Les pierres sauvages de Pouillon, il dit à un moment, l'architecture, c'est aussi l'outil qu'on oublie sur un linteau qui tombe et qui tue. Et je me souviens de cette phrase. Bon. Et quand je vous ai entendu vous dire que le simple coup de scie, ça transforme une pierre en linteau, et que c'est ça justement que vous cherchez, ça m'a fait penser à Pouillon. Mais donc, évidemment, il y a des points communs, et par Pouillon par exemple. Mais est-ce que vous, Cyril, vous pourriez expliquer, parce que vous m'avez dit l'autre fois aussi une chose qui m'a intrigué, vous m'avez dit, finalement, vous faites beaucoup de logements, mais sur le logement même, il y a tellement de complexité administrative qu'il y a très peu de choses qu'on puisse faire, qu'on puisse bouger. Est-ce que vous pourriez quand même dire que vous avez un certain nombre de fondamentaux dans vos travaux? Il y a des choses que vous dites, c'est des choses banales, mais elles sont cruciales. Si vous pourriez nous en parler. Moi, je te laisserai répondre à cette question. Je veux juste répondre à Anna par rapport à cette question de toi, tu dis tout à l'heure en réponse à Philippe que c'est ce qu'il y a entre les choses qui t'intéresse, entre les gens. Et peut-être là, il y a une distinction. Nous, on est assez fascinés par les choses.
par les formes, par non pas ce qui gravite autour des choses, mais la chose en elle-même. Et peut-être même, toi tu parlais de Jacques Lucan, on cultive beaucoup cette idée des héroïnes et des héros, pardon. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fonctionné et on construit beaucoup notre production à travers des choses qui ont déjà été dites ou qui ont déjà été faites. Tu vois, on peut être fasciné par Anne Lacaton ou Philibert Delorme, on peut être fasciné par Rem Koolhaas ou Lina Bobardi, on peut être fasciné par... Tu vois, et on aura toujours une réaction par rapport à la chose et par rapport à ce qui a été dit et par rapport à des gens. Ça ne veut pas dire qu'on cultive l'idée de l'architecte comme Dieu, peut-être, quoique par moment, peut-être un peu de mon côté, mais en tout cas, on aime bien emprunter des idées à des gens ou à des moments où les choses ont déjà été dites, en fait. Et je pense que ça, c'est assez important de se dire que tu parlais de Jacques Lucan, c'est vrai qu'on a bu vraiment son enseignement, Cyril et moi, et d'autres, et c'est vrai que ça a été quelque chose de très important pour nous. Et donc je pense que c'est important cette idée de regarder les choses plus que regarder ce qu'il y a entre les choses. Pour nous, la forme, c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui existe, et c'est là dans la forme qu'il y a du sens. Évidemment, la forme, elle est faite pour des gens, et elle est faite pour l'habiter, ou pour y travailler, ou pour y manger, ou pour se protéger, etc. Mais elle porte aussi en elle intrinsèquement des choses qui sont plus abstraites, et qui font que la discipline, elle peut à un moment aussi se suffire à elle-même. Et c'est ça, je pense que c'est assez important pour nous. Ça. C'est pour ça que je disais que vous aviez la volonté de vous inscrire dans la discipline. C'est pour ça, oui, ouais, bien sûr. Mais je reviendrai sur l'histoire de vos référents, mais justement, pour qu'on comprenne, Anna, la manière dont vous travaillez au collectif encore, parce que qu'est-ce que vous construisez ? Qu'est-ce que vous modifiez? Parce que si j'ai bien compris, vous faites des restaurants communautaires, mais vous ne faites pas que des choses comme ça. Vous ne faites pas que des espèces d'agite propre. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu votre quotidien du travail, quoi? Oui, je peux faire ça. Mais je vais répondre aussi parce qu'effectivement, nous ne sommes pas non plus... parce qu'il y a aussi des architectes qui ne s'intéressent pas à la forme. Parfois, on entend des gens qui disent bon, nous, on ne fait pas des maquettes parce que ça prend trop dessus. Voilà, ou des gens qui, oui, ça ne m'intéresse pas comment il a l'air la façade, ou des choses comme ça. Ça, pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, l'architecture, même si on commence à travailler avec le vide, le rien et tout ça, à la fin, il y a une forme, il y a des matériaux. Et je ne nie pas cette importance du tout. Et effectivement, nous travaillons justement avec beaucoup de maquettes et on travaille vraiment ça. C'est juste effectivement qu'on ne commence pas par ça. On commence par tous les liens d'invisible, toutes les choses de qu'est-ce qu'il... Avant de poser la question comment il a l'air, on dit qu'est-ce qu'il peut faire et pas qu'est-ce qu'il sait faire, parce que sait faire, c'est quelque chose que tu sais déjà. Peut, c'est quelque chose que tu pourras apprendre. Donc c'est effectivement de tisser tous ces possibles et après effectivement de travailler de toutes les échelles, parce que c'est vraiment ça aussi l'architecture, c'est que aujourd'hui cet outil, parce que je vois il y a quelques jeunes architectes ici, aujourd'hui nous qui a autant de rides que moi, nous on a eu la chance de commencer à travailler avec le papier et un stylo. Et nous avons donc travaillé à une échelle particulière. Et ça, comme ça, tu apprends de regarder le monde à, par exemple, tu peux faire un plan masse, mais vraiment en très grande échelle. Et forcément, tes priorités et tes décisions ne vont pas du tout être pareilles que si tu regardes 1/20. Parce que si tu travailles 1/20, peut-être c'est le couvercle de chiottes qui est le plus important. Or, quand tu regardes dans l'autre échelle. Et aujourd'hui, comme tout le monde travaille en 3 dimensions, souvent, ou dans l'ordinateur, c'est hors d'échelle. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, ce qui fait, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé avec la carte, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a perdu cette capacité que nous, on a, les architectes. Je pense qu'une des choses les plus importantes, quelque chose que nous, on devrait vraiment donner aux autres, c'est que nous, on sait, en fait, avoir des priorités. Savoir ce qui est le plus important dans toutes ces différentes... et quand nous, on fait le projet comme ça, on commence vraiment par ça. De travailler toutes les échelles, de tout petites aussi, et les grandes... Et après, finalement, on finit par... Et après, donc, les sujets, les programmations, ce que nous faisons, c'est que il manque tellement de choses chez nous. Parce que
vous savez, au début du siècle, du 19e siècle, il y avait encore des cercles littéraires, de littérature et tout ça. Tout ça, ça a été coupé. Et à la campagne, oui, voilà, on ne sait pas pourquoi. Mais effectivement, j'imagine qu'ils se disent, si tout le monde commence à lire la littérature, on va faire la révolution, je ne sais pas. Mais effectivement, il n'y en a plus de lieux où on se rencontre aussi. À la campagne, on a très, très peu de lieux. Donc, effectivement, ça manque. Ça manque énormément et ça manque parce que je pense vraiment que si on a envie de changer la société, il faut commencer de discuter et de parler entre nous et d'échanger des différents points de vue, des différentes expériences que moi, les connaissances de l'air que j'ai et vos connaissances de la pierre, on se mélange et hop, demain on fait des choses 1000 fois mieux parce qu'effectivement tout seul, on est nul. On est vraiment nuls. En individu, on n'est vraiment rien de tout. Mais ensemble, on peut faire vraiment des choses incroyables. Et c'est comme ça qu'effectivement, à la campagne, tout le monde sont nuls, tout seuls devant leurs ordinateurs ou télé, tout seuls dans leur canapé. Et nous, on essaye donc du coup de trouver et faire des espaces où tout le monde devient plus grand et se retrouve et se rencontre et commence à discuter et faire en sorte que le monde change. Donc effectivement, on fait ça peut être comme évidemment des espaces d'association, des tiers-lieux, tout ça, mais un peu comme tout le monde le connaît, mais c'est ce qui se passe dedans qui est important. Ouais. Et vous, sur cette question justement des échelles, par exemple, parce que c'est vrai qu'il travaille évidemment, la question du territoire est évidente. Est-ce que chez vous, quand vous travaillez sur... Je sais que le contexte, par exemple, tout ça c'est très important aussi. Est-ce que c'est une donnée qui compte beaucoup pour vous aussi ? L'échelle du territoire, ou alors est-ce que vous vous concentrez comment vous... Non, on navigue évidemment, mais je pense que c'est peut-être générationnel aussi. Cette prise en compte de toutes les échelles à tous les moments du projet, on la manipule et on ne se concentre pas uniquement sur l'objet lui-même à une échelle qui est toujours la même et qui nous permet de... Non, on appréhende l'échelle du territoire, ne serait-ce qu'à travers cette question des ressources, qui est peut-être une entrée systématique maintenant sur le territoire, pour savoir d'où ça vient, quelles sont les filières de ressources, les acteurs de la ressource. Donc cette question du territoire, on l'appréhende systématiquement. Et puis après, on travaille évidemment à l'échelle de l'assemblage, qui est l'échelle très tôt dans le projet. On se pose des questions de construction, parce que c'est aussi une manière, pour rebondir sur la question tout à l'heure de filiation aussi, avec Roberto Ghergiani qu'on a eu comme enseignant, on s'est tout de suite posé des questions de construction pour regarder l'architecture. Et donc on a toujours appréhendé l'architecture, nos projets et l'histoire de l'architecture, aussi avec ce prisme-là de l'assemblage, de la construction, de savoir comment on met les éléments les uns avec les autres et comment ça tient et comment ils collaborent ensemble, comment ils se complètent, comment tout ça joue ensemble et comment ensemble ils fabriquent des formes. Et c'est assez drôle aussi de dire qu'on n'est pas tout seul. Évidemment, nous, on n'est pas tout seul. Et je pense que ce rapport qu'on a à la discipline, c'est aussi celui-ci, c'est de jamais considérer qu'on est tout seul. Et on est avec tous nos héros, on est avec tous ces milliers d'années de discipline architecturale qu'on convoque systématiquement et qu'on met en discussion autour de la table avec nous en fonction de nos préoccupations, de nos projets, de nos sujets. Et on convoque en permanence cette question-là et ces architectes-là qui sont morts mais qui ont encore des choses à nous dire. Et on n'est pas tout seul de ce point de vue-là aussi. Je pense qu'on partage cette idée-là. Alors, notre collectif, il est aussi dans la bibliothèque, mais il est là, quoi. Vous n'êtes pas tout seul au point que vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup à Paris ou dans la région parisienne, et vous m'avez dit l'autre fois que, de fait, vu les pressions qui sont faites aujourd'hui sur les architectes pour qu'ils utilisent le bois, pour qu'ils travaillent de telle ou telle manière, vous vous retrouvez parfois presque comme des affiches. Vous disiez, on est presque obligé de devenir presque des propagandistes d'un certain type d'architecture, qui n'est pas forcément d'ailleurs celui que vous voudriez défendre. Donc, est-ce que vous pourriez parler un moment de cette peut-être contradiction ou complexité, disons, dans le travail, quoi. Je dirais qu'en effet, on a du mal avec la question du solutionnisme. Un mot qu'on a appris, que m'a appris Paul Landauer, qui est un enseignement de l'école d'architecture Paris-Est, Marne-la-Vallée. Et dans sa filière transformation, ils sont contre le solutionnisme. Et c'est un mot qui m'a paru très vrai, parce qu'une fois qu'on a fait notre bâtiment en pierre, ça y est, il fallait faire de la pierre tout le temps. Bon, ce serait super, mais c'est pas elle est bien pour certains côtés, un peu moins bien pour d'autres. Ça a été le cas beaucoup pour le bois, qui a été très très porté politiquement récemment dans beaucoup de métropoles, et je pense aussi dans beaucoup de territoires. Mais toi, je sais que par exemple, tu as
Vous avez fait avec le collectif une maison absolument extraordinaire qui n'est pas en bois, qui est en béton pour des questions de fondation. Et donc en fait, la solution constructive, elle n'était peut-être pas dans le béton, mais dans le bois. Peut-être on pourra en parler aussi. Et nous, on évite justement cette question, tout d'un coup, ça y est, le matériau va tout résoudre, il n'y en a qu'un seul, c'est celui qu'il faut utiliser. Et tout d'un coup, on est appelé souvent par des opérateurs privés qui considèrent que pour faire bien et avoir les mains relativement propres, il suffit de faire du bois, ou il suffit de faire de la pierre, ou il suffit de faire un peu de chanvre, ou il suffit de mettre un peu de réemploi, et le tour est joué. C'est vrai qu'on est un peu inquiété par ça, parce que finalement, quand tu manipules de la pierre ou du bois, tu es à 3% du problème architectural, à 2%, c'est-à-dire que tu as envisagé la ressource, ce qui est déjà une belle démarche, mais tu es encore très loin de toutes les autres questions qui font que le bâtiment sera ou pas intéressant. Et donc on est un peu vigilant vraiment sur ce point de vue-là. Évidemment, il faut mettre un peu moins de béton, et évidemment, il faut mettre un peu plus de bois. Mais souvent, les masses dont on parle quand on qualifie les bâtiments, par exemple, tu dis je fais un bâtiment en bois, je n'ai pas de calcul précis à donner, mais les chiffres flous seraient de dire que c'est entre 25 et 30% de la masse bâtie qui sera en bois. Donc il te reste 65 à 70 jusqu'à 75% du reste qui peut-être, lui, a du carbone et plein de choses qui sont nauséabondes et dont on ne parle pas et derrière lesquelles on se cache derrière les 25% de bois qu'on aurait mis dans notre bâtiment, mais qui sont finalement, une fois de plus, une affiche, tu vois, une espèce d'homme sandwich qui se dit, tiens, ça y est, j'ai fait du bois, je suis peinard. Et on est assez vigilant là-dessus, justement. Et c'est là où on est assez humble aussi. Tu vois, on aime beaucoup faire des bâtiments en pierre. Je dis non, d'ailleurs, on n'en a fait qu'un, pour être tout à fait honnête. Il n'est pas très grand. On n'a pas encore, tu vois, je dirais, l'effet carbone de ce bâtiment de 17 logements sur le monde, il est encore mesuré, on va dire. Mais en revanche, voilà, on aime, comme disait Cyril, partager. Je pense que c'est là où on aime bien, et là je rejoins vraiment Cyril sur ce sujet-là, on aime bien que les choses, elles soient... La relation entre les gens dont tu parles et qui vous mobilise et fabrique une structure même collaborative, d'association, etc. Nous, c'est vrai qu'elle peut être post-mortem, elle est peut-être plus longue, enfin pas plus longue, mais en tout cas, elle cherche comme ça les temps les plus longs possibles. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous, les temps les plus longs, que le durable, en fait, c'est aussi possiblement déjà là. Et donc les idées aussi doivent exister plus longtemps possible. Là je diverge un peu, mais je pense que cette question un peu de l'affiche, on est très prudent là-dessus. Et c'est pour ça que, pour dire encore un petit mot, la question par exemple de la pierre, on a tout de suite parlé de la nécessaire complémentarité des matériaux. Qu'on ne cherchait pas, à travers nos réflexions sur la pierre, tuer le béton, aller à l'encontre d'une filière contre laquelle la filière pierre a déjà essayé de se battre et a systématiquement perdu. Donc on se disait, plutôt que de se dire que la pierre c'est mieux que le béton, il faut mettre un peu moins de béton, un peu plus de pierre. Mais comment est-ce que, au sein des assemblages, chaque élément de la construction pouvait trouver une place signifiante, intéressante, nécessaire aussi, et par là même proposer une actualité inédite pour la pierre. Et de se dire que si on fait la pierre sans béton, on retourne. Et le côté retourné tu vois, c'est quelque chose qui nous intéresse pas. Même si on cherche dans l'histoire des théories pour faire le présent, il faut toujours que ces traditions-là se réactualisent et s'inventent. Et le béton est une manière d'inventer la pierre, on pourrait presque dire. Parce que vous, ce que vous cherchez aussi, c'est l'innovation dans les matériaux, justement. Faire progresser la innovation, discipline. Innovation, c'est justement c'est le mot avec lequel on est aussi relativement prudent. Voilà. On est plutôt dans la question du nouveau et de la tradition, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'innovation. C'est quoi la différence? Alors la différence, on pourrait dire, enfin peut-être je peux te laisser. La différence, ce serait de se dire que dans l'innovation, il y a la question de l'obsolescence, il y a la question du remplacement. Et dans le nouveau, il y a la question du déjà là, c'est peut-être la question qu'on pose à travers notre installation aussi, c'est que les choses, elles sont déjà vues, elles existent, et on les, par un geste simple ou par une idée simple, dans un cadre de réflexion qui est mesuré, qui est tout petit, on cherche une actualité qui est pertinente par rapport à la question qui nous est posée, à l'actualité à laquelle on se confronte, etc. Et l'innovation, qu'on a un mot qu'on a beaucoup entendu, nous, pendant 10 ans, là, les réinventer Paris, l'innovation, l'innovation, l'innovation. En fait, l'innovation, c'est la culture de l'obsolescence. C'est le fait que toute idée va être remplacée par une meilleure idée demain. Et on pense que nous, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et que la question du nouveau, donc de la tradition, la question des choses qui ont déjà été dites, elle s'actualise en permanence, elle s'agrège. Tu vois, la question de la nécessité, par exemple,
Elle a permis aux grands maçons français de quitter l'ère roman vers l'ère gothique dans une certaine forme de tradition, de manipulation, du fer, d'expériences acquises qui ont permis de dépasser des choses, mais de parler peut-être toujours un peu de la même chose. Les rationalismes constructifs du fin du XIXe siècle, la question de la nécessité aussi, c'est une idée qui était déjà là. C'était, tu vois, quelque chose qui... Et c'est peut-être ça qui nous intéresse plus. Non, mais juste sur l'innovation, c'est un terme industriel en fait, l'innovation qui donne un avantage concurrentiel à l'entreprise qui est innovante et donc jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par une nouvelle innovation, donc qui pose cette question d'obsolescence, qui pose cette question de croissance permanente, qui pose des questions qui sont certainement pas les nôtres. C'est un terme. Enfin, j'en rajoute une couche parce que c'est un terme qu'on pense assez dangereux quand on l'applique à la question architecturale en fait. Et Anna, la question justement est-ce que dans ce qu'on appelle les espaces ruraux ou les territoires, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, cette question des matériaux, elle se pose. On sent qu'il y a des pressions pour utiliser tel type de matériaux ou pas, ou vous êtes plus libre, ou qu'on ne pourrait l'être ici. Non, mais ce que je pense justement par rapport à le problème dans le bâtiment, c'est effectivement quand on parle que le bâtiment, c'est quand même un outil, on parlait d'outils, c'est un outil de croissance. C'est ça, quand même. C'est un excellent outil de croissance. Et l'innovation dans le bâtiment est passée beaucoup par les matériaux. Et on parle pratiquement que de ça, ou d'isolation. Isolation, matériaux, tout ça. Or, moi, je pense quand même que nous avons besoin de réinventer vraiment notre façon de vivre et de s'organiser différemment. On est obligé, parce que personne n'en parle, et ça c'est aussi, on parle des matériaux, mais personne ne parle le pic de pétrole est déjà passé. Je ne suis pas désolée de le dire, parce que chaque fois qu'on te le dit, tout le monde dit, oui, mais quoi, maintenant on parle de plus rien. Mais non, on est obligé de parler de ça, parce qu'il faut vraiment de se préparer maintenant. Et je veux dire, qui va... nous, on est vraiment responsables. Quand je parle de cette réalité, c'est maintenant. Donc, effectivement, on est obligé d'inventer une autre façon de faire. Mais on n'a pas le temps d'être en train de regarder les matériaux et racheter plus de laine de verre ou couvrir toute la France avec de laine de verre par €1. Non, il faut vraiment se concentrer sur les choses qui sont différentes. Mais les choses différentes, c'est forcément d'aller quelque part où nous ne sommes jamais allés. Et le problème aujourd'hui, c'est effectivement, on vit dans une société où il y a une sorte de peur de l'inconnu, où nous avons envie, toujours même quand les gens font la recherche, tu es obligé de dire qu'est-ce qui est ton but, ou comment c'est rentable, même avant que tu commences ta recherche. Mais comment est-ce que tu peux inventer quelque chose de neuf si tu sais déjà ce que tu cherches? Si tu prends le même chemin, tu arriveras au même endroit. Donc effectivement, maintenant, il faut qu'on prenne les chemins et qu'on fait différemment. Et on va se planter. Mais on se plantera moins que d'être en train de travailler sur le matériau et tout ça, quand même. Vous prenez ça comme une critique ou... Non, parce que je pense que le matériau que tu envisages là, c'est celui de l'industrie, c'est celui... Non, et après, non, mais pas du tout, c'est pas du tout une critique envers vous, non, pas du tout. Parce que nous, on travaille aussi avec le béton chanvre. Non, mais c'est de toute façon de travailler avec la pierre, le béton chanvre, nous on fait aussi, c'est évident. Je veux dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Donc nous, on fait ça. Et effectivement, on va faire pousser la chanvre aussi. Voilà, c'est important aussi. Mais effectivement, c'est une des paramètres. Mais ce qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est effectivement de s'organiser, que par exemple, pour que si on habite à Paris, de comment est-ce qu'on peut se nourrir, par exemple. Et ça va de soi que ce n'est pas des petites serres verticaux qui peuvent faire nourrir avec des tomates qui poussent sur du coton, avec des LED. Voilà, c'est pas, je sais pas, c'est que Monsanto qui sera content si on fait ça. Forcément, il faut trouver d'autres. Même de faire pousser les tomates sur la terre, c'est assez compliqué. Donc, effectivement, il faut quand même vraiment réfléchir à tout ça. Et je pense que nous, en tant qu'architectes, ça fait partie de l'architecture. C'est ça, quand même. Mais alors, justement, il me semble que le fait que vous soyez installé dans le Béarn, dans un lieu où ce que tu viens de dire là est relativement possible, enfin on peut peut-être le mettre en œuvre, justement le fait de trouver des ressources locales pour se nourrir, etc. Mais est-ce que vous ne devriez pas, dès maintenant, revenir
à Paris pour essayer de vous battre ici. Mais je suis là. Ah bon, d'accord. C'est pour ça que je suis là. Sinon, j'ai tellement de choses à faire à la campagne qu'effectivement, c'est vraiment un effort énorme d'être là. Et si je suis là, c'est pour ça. C'est vraiment c'est vraiment, ouais, j'espère que voilà. Après, je n'ai pas besoin de travailler parce que vous travaillez, je n'ai pas besoin. Il y a tellement peu d'architectes à la campagne que voilà. Et je veux dire, toute la concentration est ici. On met tout l'argent ici. Donc ce n'est pas la question, c'est pas d'opposer, c'est d'être juste. Et je pense effectivement, pour être juste et de faire bien, il faudra quand même qu'on peut vivre à la campagne aussi, qu'on peut aller avoir un médecin, qu'on peut avoir une école, qu'on peut avoir des transports communs, qu'on peut avoir la culture, qu'on peut avoir de l'art. Parce qu'on sait très bien que l'art, c'est vraiment le seul moyen d'avoir l'imaginaire, voilà, tout ce parti-là qu'on a enlevé de la campagne, il faut le remettre, parce qu'il était là avant. Donc il faut que ça revienne. Mais je ne suis pas là pour opposer, dire qu'il faut que travailler à la campagne, au contraire. Mais vraiment, il y a tellement de bons architectes ici à Paris, et beaucoup de gens qui font des travaux merveilleux. Donc, j'ai absolument pas besoin de... Alors, très bien, j'entends très bien, mais on a quand même, il me semble qu'on a quand même là deux discours sur la pratique du métier. Je ne dis pas qu'ils sont opposés, mais ils sont parallèles, il me semble quand même. C'est pas... Non, je pense que tu as raison. Et c'est vrai que nous, on a, par rapport à ce que tu dis, Anna, je pense que c'est... j'ai toujours été assez prudent sur... Parce qu'on a on a certains de nos collègues qu'on aime beaucoup, qui travaillent dans des milieux plus ruraux, qui s'intéressent, comme toi, à des territoires qui semblent être plus vides, même s'il faut savoir de quel vide on parle, je pense que c'est important. Et c'est vrai que nous, Cyril et moi, on a grandi dans des métropoles. Cyril a grandi à Lyon, moi j'ai grandi à Paris. Et je pense qu'on est assez... Enfin, personnellement, je ne sais pas Cyril ce que tu en penses, mais on est assez prudent à ne pas se raconter une histoire qui n'aurait pas été la nôtre dans un territoire qu'on ne connaîtrait pas bien et on arriverait, on se dirait, bah tiens, moi je sais ce qu'il faut faire dans ce territoire-là, alors je n'y ai pas grandi. Et en fait, je pense qu'on a aussi un rapport très fort avec les territoires. Et je pense que même si Lyon et Paris sont deux métropoles très distinctes, très différentes, et je pense que tu as raison Philippe là-dessus, je ne sais pas si c'est plus simple quand tu t'intéresses au milieu rural, après t'intéresser aux métropoles, ou l'inverse, quand tu as grandi en métropole, de t'intéresser à un milieu rural ou un territoire non métropolitain, on va dire, parce que c'est pas parce qu'il est territoire qu'il est rural, en fait tout ça on peut en discuter longtemps aussi. Mais nous on est assez vigilants là-dessus, je trouve, parce que tu vois, de pas être trop... tu peux vite être à côté de la plaque si tu t'acontes une histoire qui n'est pas vraiment la tienne quand même. Nous, Après, juste, là, en fait. Il faudra quand même, là, ça fait 9 ans que nous habitons dans notre territoire. Donc, effectivement, 9 ans, c'est quand même un bon moment. Et puis, ça fait 30 ans que je suis allée à Bordeaux et que Julien il m'a mené au Pays Basque pour la première fois. Donc effectivement, c'est vrai que je connais peut-être l'archipel de Stockholm mieux, mais l'être humain, on est quand même assez souple. Je veux dire, si on travaillait que là où on était né, si on est obligé de rester là où on est né, parce que c'est le seul endroit qu'on connaîtra, ça sera quand même... un peu bizarre. Par contre, ce que je trouvais vraiment que tu as complètement raison, c'est effectivement, je pense que c'est important que tu travailles là où tu es. Parce que forcément, comment tu veux faire... Moi, je pense que donc, je n'ai pas besoin, je peux avoir cet accent, je peux être femme, avoir cet accent et devenir de notre endroit et travailler au Pays Basque et dans le Béarn et faire un bon travail. Et comment est-ce que je peux faire un bon travail et pourquoi est-ce qu'il faut habiter là où tu travailles? C'est parce que j'ai besoin de connaître les artisans. J'ai besoin de connaître le climat. J'ai besoin de connaître, effectivement, donc du coup, quelqu'un qui vient de Paris, qui va travailler dans le Béarn, au Pays Basque, forcément, tu ne peux pas connaître. Et tu ne connais pas tous les élus, les maires, tout le monde qui est là, etc. Tout ça, oui, cette connaissance, il faut l'avoir. Mais je trouve que de dire qu'il faut être né là où tu travailles, c'est un peu exagéré quand même, je trouve. Après, c'est un peu, je ne sais pas, parce que moi, je suis vraiment pour... En plus, parce que les immigrations, là, et tout ça, je trouve quand même que non. Je parle plus des types de territoires dans lesquels on a grandi. Je pense pas tant parce que le déracinement et le changement de vie, je pense que c'est des choses que tu vis et qui sont possibles. Mais c'est juste personnel, en fait. C'est juste que j'ai le sentiment d'être, moi, même peut-être que Cyril n'aura pas forcément la même réponse, mais plus juste et plus pertinent dans des tissus métropolitains ou périurbains
que franchement, je veux dire, quand j'arrive aujourd'hui dans une réunion, tu vois, c'est écrit sur ma tête que je suis parisien quand même. Donc c'est quand même difficile pour moi de dépasser ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'essaye de... Mais moi, je ne trouve pas que c'est intéressant comme discussion. Je veux dire que vous habitez là, moi j'habite là. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition pour moi. Ouais. Franchement, je préfère de parler d'autre chose que ça, parce que oui, vous habitez là, vous travaillez de ça. Nous, on habite là, on travaille là. Donc c'est pas la campagne contre la ville, je trouve ça complètement inintéressant. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais malgré nous, c'est un peu ce qui se passe, parce que quand tu dis que nos pratiques, elles sont opposées, qu'elles sont parallèles, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de se rejoindre parce qu'elles sont dans des champs ou dans des territoires, dans des moments très très différents, et en fait, il n'y a pas de rencontre possible, parce que malgré nous, en fait, et on aimerait faire que les choses soient plus liées ou interpénétrées, etc. Mais en fait, c'est malgré nous, je pense, très très opposé, et c'est peut-être le fond du problème aussi, c'est que tu es soit là, soit dans un endroit, soit dans un autre, mais tu peux pas être les pieds dans les deux ou dans un entre-deux, c'est hyper binaire en fait. Et c'est une question, enfin c'est pas une réponse, mais la question que tu poses, elle est un peu insoluble de ce point de vue. Nous, pour nous, évidemment, c'est pas comme Paris, mais nous travaillons aussi là, on travaille aussi à Pau, par exemple, c'est évidemment pas comme Paris et tout ça, mais on travaille aussi, oui, c'est plus dense aussi, donc je vois pas ça comme moi, je ne suis pas contre de travailler dans la ville. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est juste que nous, on travaille autour de là où on est beaucoup parce qu'on a vraiment une urgence. Mais à Pau, il y a des urgences aussi. Donc, effectivement, partout. Mais peut-être la question, si je la formule différemment, Anna, est-ce que c'est peut-être l'idée que... je lance l'hypothèse, mais de se dire que tu vois, toi tu dis ça fait 9 ans que j'ai déménagé, que j'habite là-bas et que maintenant je peux parler du territoire dans lequel vous pratiquez et vous, le collectif encore, construit des choses. Est-ce que nous, demain, on arrive et on a cette même légitimité à intervenir dans un territoire comme ça, plutôt que des métropoles qui, aujourd'hui, quand même, il faut le dire, se ressemblent un peu toutes, et dans lesquelles on nous pousse à faire à peu près la même chose. Donc nous, on essaye d'y ajouter cette question de la ressource qui font qu'on localise les projets en fonction de la disponibilité des choses qu'on pourrait trouver pas très loin. Mais c'est un vœu pieux, puisqu'une fois de plus, ça concerne 20 à 25% de la masse du projet, donc c'est toujours assez, il faut faire attention. Mais c'est peut-être ça que je veux dire, c'est qu'à un moment, on trouve qu'il y a une forme de difficulté, tu vois, d'être accepté même, ou d'être écouté, même parce qu'on ne comprend pas, et puis il y a des phénomènes qui sont plus vides, qui sont plus détachés, qui sont plus flous, qui sont plus gris, qui sont plus complexes à appréhender peut-être. Et toi, tu dis tout de suite, ça fait 9 ans que j'y suis, mais tu vois, tu dis tout de suite qu'il y a une nécessaire forme d'ancienneté, de compréhension, de l'épaisseur du territoire dans lequel tu interviens. Oui, ce que je pense, c'est aussi que si on travaille dans la réhabilitation des bâtiments, ça rejoint aussi cette question d'être un architecte paresseux, d'essayer de faire le moins possible, et ça demande beaucoup de travail et de connaissances, parce que chaque bâtiment est spécifique. Donc si on veut vraiment transformer les contraintes à des qualités, il faut connaître le territoire, voilà. Donc ça prend du temps. Et c'est quand même un raccourci si on habite là et on commence à connaître les bâtiments et tout le monde qui habite et tout ça, parce que c'est évidemment très compliqué d'y arriver d'ailleurs et venir, et aussi de connaître l'artisan, comme vous voilà, c'est effectivement connaître qui va réhabiliter, qui va construire, qu'est-ce qu'il sait faire et tout ça. Donc c'est effectivement nécessaire de connaître le lieu, c'est sûr. Oui, il me semble d'ailleurs que ce qui est la bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est que visiblement votre manière de travailler, ça a fait que vous commencez dans votre territoire à être considérés comme des experts, pas seulement dans l'architecture, mais dans la compréhension de ce qui peut être fait en différents endroits. C'est-à-dire qu'en gros, on vous demande presque de penser les programmes maintenant, non ? Oui, non, mais ce qu'il demande, en fait, ce qu'on a mis en œuvre, qu'on a fait donc, dans plusieurs projets, c'est de dire, effectivement, c'est de changer le rôle de l'architecte et de dire qu'un bâtiment, pour vraiment le comprendre, il faut passer du temps. Et parfois, on a un exemple justement dans un bailleur social qui est venu nous voir pour un bâtiment. Il voulait qu'on fasse une étude de faisabilité. Sur un bâtiment, il y avait des demi-niveaux comme ça.
C'était très très beau à l'extérieur, très beau à l'intérieur aussi. Ils voulaient faire donc, du coup forcément de l'habitat social, mais pas seulement. Ils voulaient faire de l'habitat social pour des gens qui avaient des difficultés, des différentes sortes de handicap, et aussi des plus âgés. Et en plus, ils voulaient le construire pour 1300 € le mètre carré, qui est toujours le cas. Donc. Et nous sommes allés, on a visité et on est sortis. Et il voulait que je donne un devis pour faire cette étude de faisabilité. Et je lui ai dit, mais en fait, je vous le donne le devis tout de suite, c'est gratuit, c'est 0. Parce que vous ne pouvez pas faire ça ici. Ce n'est pas le bon endroit pour faire votre programme. Voilà. Et vous ne pouvez absolument pas le construire à 1300 € le mètre carré. Et c'est pas seulement, si vous le faites, vous allez garder la façade, parce que forcément il est protégé, mais l'intérieur, vous allez le détruire. Et en tant qu'architecte, forcément, c'est pas parce que l'ABF s'intéresse seulement à l'extérieur, nous, c'est notre responsabilité, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je ne pouvais évidemment pas dire qu'on allait le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a entendu 2 ans plus tard. C'était quoi, Julien? Quoi? 3 000 €, voilà. Donc ils l'ont fait quand même, ils l'ont construit, et voilà, et effectivement. Et donc ils construisent des bâtiments comme ça, et après ils disent, oui, mais on ne peut pas rénover parce que ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Mais effectivement, donc du coup on a dit, oui, mais en fait, si on regarde le bâtiment d'abord, et on écoute le bâtiment, et on le regarde, on l'écoute autant, et je dis aussi qu'effectivement, pour bien regarder un bâtiment, il faut qu'il rende le regard. Parce que moi, je ne pense pas du tout que les bâtiments, ce n'est pas un objet. Je pense vraiment que les bâtiments sont vivants. Comme on dit, une ville, c'est un vivant. Ça, tout le monde est d'accord, une ville est plus ou moins vivant. C'est pareil pour les bâtiments, ils sont plus ou moins vivants. Et s'il n'est pas un objet, il faut qu'il rende le regard. Et donc, il faut passer un peu de temps pour le regarder. Et si on fait ce temps-là, on passe ce temps-là, on fait une étude de faisabilité, on peut voir les possibles. Et comme ça, c'est le bâtiment qui décide ce qu'il veut devenir. Et pas toi qui viens de enfoncer un programme dedans. Parce que forcément, si tu mets une maison neuve dans un ancien bâtiment, ça coûte 2 fois plus cher. C'est beaucoup plus compliqué. Mais si tu profites de ce qui est là, tout d'un coup, tu as quelque chose de merveilleux. Et si le bâtiment pense, parce que les bâtiments, c'est penser en fait. Si tu le laisses penser et inventer le projet, tout d'un coup, tu vas découvrir des choses que tu n'auras jamais pensé toi-même. Et le monde va être vraiment bien plus drôle et merveilleux. Est-ce que quand j'entends ça, j'ai l'impression, je me trompe sans doute, mais j'entends comme une espèce d'animisme nordique. C'est marrant d'entendre la maison qui pense, la maison qui parle. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Au contraire, même, je trouve ça, c'est évidemment qu'il y a une charge poétique magnifique et probable, d'ailleurs, je veux bien le croire, même d'ailleurs. Et la ville, alors, elle est poétique, la ville? Parce que la ville, tout le monde sont d'accord que c'est vivant. C'est animé ou pas, la ville? Oui, on est d'accord que c'est vivant, c'est une expression. Après, ça aussi, ça peut se discuter. Mais pourquoi est-ce qu'une ville est plus vivante qu'un bâtiment? Pourquoi est-ce que, justement, on est tous d'accord que les villes, il faut que ça soit vivant, mais qu'un bâtiment, non? Où est-ce que ça commence à devenir pas vivant? C'est ça qui, effectivement, je pense que les choses sont un organisme. C'est plusieurs choses ensemble. Est-ce que vos bâtiments sont vivants, ceux que vous construisez? Non, mais pour peut-être rejoindre ce que tu dis, mais nous le réapproprier, il y a une puissance d'agir, on pourrait dire, pour reprendre certains termes qui ne sont pas forcément les miens, dans l'existant en fait, dans la nature, mais aussi dans les bâtiments. Et pour revenir au half-pipe aussi, il avait une potentialité formelle au-delà de celle qu'il avait initialement, une forme quelque part émergente possible, de manière assez simple, sans faire trop d'efforts. C'est un peu ce que tu dis. Alors de là à dire que c'est vivant, je ne sais pas, mais cette puissance d'agir en sommeil, cette forme peut-être à venir, elle existe en termes de potentiel dans les choses, en fait, dès lors qu'on les mesure et qu'on les regarde. C'est aussi que voilà, toute proportion gardée. Ouais. Après, c'est aussi comment on dit où s'arrête la maison, ce que nous on dit. Au Pays Basque, c'est très intéressant, effectivement, parce que les familles au Pays Basque, c'est pas eux qui donnent, c'est pas les maisons, leur nom, c'est pas donné par la famille. C'est comme on dit, comme les architectes, il faut la maison du pont, par exemple. Non. Au Pays Basque, c'est la maison qui donne le nom à la famille. C'est dans l'autre sens. C'est quand même super beau. Et comment ça peut se faire? C'est parce que c'est le territoire, c'est le lieu-dit qui donne le nom à la maison.
et après la maison qui donne le nom à la famille. Et donc dans l'ordre, c'est que la maison appartient au territoire. C'est ça. Et la famille appartient à la maison. Tac, 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 tac. Et même, donc tu ne peux pas vendre la terre de la maison. Et si tu le vends parce que tu as vraiment besoin, tu peux toujours l'acheter. C'est ça, c'est fantastique. Et c'est très simple, parce que forcément, c'est vraiment ça, on a besoin de cette terre pour se nourrir. Et tu as besoin de la maison. Et c'est pour ça aussi qu'effectivement, si je dis que la maison est vivant, il n'est pas vivant tout seul, parce qu'on lève la terre, il n'est plus vivant. On lève la famille, il n'est plus vivant non plus. C'est comme, il faut commencer à le voir, quand je dis nous sommes le paysage, c'est de le voir les choses, de arrêter de voir les choses détachées et de voir, je regarde que la table et pas ça, ça, ça. Non, on regarde toutes les choses ensemble. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on attache le monde à nouveau. Oui, c'est l'idée que le territoire, le paysage fait partie de l'architecture. Mais je crois évidemment, parce que pourquoi est-ce que le soleil ne fait pas partie de la maison? Je dis, on n'a pas besoin de construire le coucher de soleil, c'est pour qu'il fait partie de la maison. Donc effectivement, ça va de soi. Donc ce n'est pas la maison en soi, mais on lève donc du coup, on lève le soleil, on lève la terre, on lève la famille. Oui, la maison est morte. Voilà. Donc effectivement, non, il n'est pas vivant comme ça. Hein. Anna, si tu me permets, la référence que tu fais au soleil, elle n'est pas anodine en t'entendant, parce que je me souviens que tu m'avais expliqué que dans les maisons en Suède, par exemple, si on a peu d'argent, sachant qu'il y a un mois ou deux peut-être où on peut vivre à l'extérieur de sa maison parce qu'il justement il y a du soleil, on investit beaucoup, beaucoup d'argent dans cette pièce extérieure et moins dans les pièces intérieures. Donc il y a quelque chose aussi de suédois un peu dans ta façon d'aborder les choses. Et il y a un rapport à la nature qui est beaucoup plus, probablement plus puissant ou plus primaire qu'il n'est aujourd'hui chez nous en France. Ouais. Oui, je pense effectivement. On avait parlé de ça. Ouais. Est-ce que je voudrais revenir un instant sur ce qu'on avait dit. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est marrant comme la discussion tout à l'heure a tourné sur le fait qu'il y avait les Parisiens et les autres. C'est pas du tout ce que j'avais dit. Hein. C'est peut-être moi qui ai dévié. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Le Parisien. Exactement, qui ramène tout à Paris. Mais c'est marrant. J'assume. Non, je voudrais savoir une chose. Vous disiez, ou vous m'avez dit que ce qui était important pour vous, c'était les pas grand-chose. Quand vous faites un bâtiment, ce pas grand-chose qui pour vous est très important, je rappelle, et je ne l'ai pas dit, que vous êtes tous les deux profs à Marne, que donc vous avez aussi une habitude d'enseigner, de manier le discours, etc. Qu'est-ce que ça, c'est pas grand-chose? Comment vous les expliquez à vos étudiants, par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui fait que l'architecture, elle a du potentiel ou elle n'en a pas? C'est toi qui avais dit pas grand-chose. Pas grand-chose. Faut en dire quelque chose. Si tu le regrettes, tu peux le retirer tout de suite. Faut en dire grand-chose alors. S'il n'y a pas grand-chose à dire, on dirait du De Vos. Mais... Non, je pense que ce qu'on entend par le pas grand-chose, c'est le... Et c'est vrai que c'est la manière peut-être qu'on avait de... Tu parlais de nos bâtiments tout à l'heure en disant c'était un peu dur. Je ne sais plus quelle était l'épithète que tu utilisais, mais vous les aviez vous-même décrits comme sobres. Comme sobres. Je t'avais même dit un peu chiant. Oui. Tu te souviens, je t'avais dit même un peu chiant, mais on était content de se dire qu'ils étaient chiants comme ça maintenant et qu'ils seraient jamais beaucoup plus chiants à l'avenir. Ah oui, ça, c'était quelque chose qui était assez important pour nous. Et ce pas grand-chose, pour revenir à ta question. Par opposition, plus pour fermer la parenthèse, à des bâtiments qui sont pas chiants du tout de suite, mais qui dans 10 ans vont devenir terriblement. Donc, il faut toujours être un peu chiant pour être un peu intéressant, ce qui est peut-être le cas. Et en fait, ce pas grand-chose dont on parle, c'est plus un point de vue... je ne sais pas si c'est de l'humilité, mais c'est de se dire en tout cas par rapport aux étudiantes et aux étudiants avec lesquels on tâche de communiquer tout ça, c'est plus se dire qu'on a une marge de manœuvre qui est toute petite pour faire quelque chose et pour penser. Et que peut-être un exercice que tu vas faire dans un atelier de projet, tu vas devoir cadrer beaucoup les choses, et c'est peut-être toujours un peu ça un projet, tu vas cadrer beaucoup les questions qu'on peut se poser, et faire pas grand-chose à l'échelle de la discipline. Je pense que c'est ce pas grand-chose qui nous intéresse. Parce qu'après, il faut être aussi assez prudent. On est dans un territoire qui est aussi privilégié, on manipule des projets qui sont aussi dans des économies qui sont privilégiées, qui ont souvent, on va dire qu'on a pas assez d'argent, mais qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Donc on va se plaindre, mais le pas grand-chose, tu vois, on fait quand même
pas grand-chose avec quand même beaucoup de moyens, tu vois. Et une fois de plus, là, je veux pas reopposer les métropoles et le rural, mais c'est quand même, nous, on est dans un milieu qui est très très privilégié, donc il faut faire attention à ce pas grand-chose. On fait quand même des gros paquets, mais dans ces gros paquets, on se dit qu'on ne peut pas dire beaucoup non plus. Tu vois, donc il faut à chaque fois limiter, essayer de concentrer. Par exemple, on parlait du linteau rue Oberkampf, et c'est peut-être là le pas grand-chose. C'est qu'en fait, on a réussi, enfin en tout cas, on a essayé avec ce coup de scie, avec un geste qui n'était pas grand-chose, et à interroger peut-être l'histoire de la fenêtre à Paris, et de poser la question de savoir comment des jambages et un linteau avaient toujours été le sujet d'investigation formelle à travers Haussmann, à travers la période pré-Haussmann, et qu'on s'était dit, bah, tiens, peut-être que ce moment de la fenêtre, qu'est-ce qu'on pourrait faire de pas grand-chose pour continuer à regarder Haussmann et participer à cette histoire-là. Je pense que c'est là le pas grand-chose. C'est pour ça que je disais cérébral. Mais c'est pas une critique, hein, au fond. Mais c'est vrai que j'imagine que le passant lambda... il ne le remarquera pas. Oui, mais ça, c'est relativement volontaire, je pense. Puis c'est peut-être pas grave. Comme un bâtiment, tu vois, on peut pas peut-être se comparer à des bâtiments de la période haussmannienne, mais un bassin lambda, il va les regarder un, deux, puis après, il ne les regardera plus. C'est intéressant d'essayer de faire du nouveau sur Haussmann. Oui, je comprends. Mais alors, et Anna, toi, tu as dans le même type d'expression, il faut mettre le paquet au bon endroit. Alors, c'est où le bon endroit dans un projet? Oui, j'ai dit... aussi, effectivement, j'adore cette expression quand tu dis pour faire un bon documentaire. Pour faire un bon documentaire, il y a 3 règles. Donc il y a placement et placement. Tous les gens dans l'immobilier disent ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et effectivement, placement, c'est à la fois où on place la maison, parce que soit on a réhabilitation, et donc c'est effectivement où on place l'intérêt, où est-ce qu'on met. Quand on construit une maison neuve, c'est effectivement où on le place. Et après, c'est effectivement extrêmement important pour le peu grand chose, le petit de ce qu'on a, où est-ce qu'on le met. Et il y a vraiment ce lien, effectivement, de dire que économie et écologie est liée, forcément. Moins ce que je fais, plus c'est écologique. Moins de matériaux j'utilise, plus c'est écologique. Mais c'est aussi, effectivement, on dit toujours que économie et générosité est liée. Donc si tu fais de l'économie dans un endroit, tu peux être très généreux de notre endroit. Et peut-être c'est aussi que je vois toujours en fait le regard donc la Suède et la France. Et en Suède, on a une expression qui s'appelle lagom. Et c'est en fait, si je le traduis en français, c'est moyen. Il n'y a rien de mieux en Suède que moyen. C'est même pas chiant, mais c'est vrai. C'est lagom, c'est le plus beau qui existe en Suède. C'est moyen. Voilà, donc vous voyez. Et effectivement, moi, j'aime beaucoup le moyen. Forcément, parce que je suis très, très suédoise. Mais j'adore aussi ce côté français où on met le paquet au bon endroit. Et effectivement, donc du coup, tu fais de l'économie, et c'est pour peu grand-chose. Et effectivement, il faut être, je dis, c'est comme une petite boutique de lait où chaque petit centime, tu comptes, et tout le monde sont hyper... Mais c'est pas possible qu'elle est en train de compter ça. Je dis, ben, je compte. Et tout d'un coup, j'ai tout cet argent-là et que je peux le mettre dans un autre endroit. Et tout d'un coup, j'ai une énorme fenêtre. Et c'est tout. C'était peut-être tout ce que j'avais. Mais c'était tout ce petit travail que j'ai fait là, pour arriver à avoir de quelque chose de plus incroyable. Et donc, pas du tout l'orgome sur le coup. Mais c'est ça l'effet de paquet au bon endroit, effectivement. Et que je pense que l'architecture est vraiment une question de savoir, de prendre des décisions, de regarder à bonne échelle, parler des bonnes choses, se concentrer sur les bonnes choses. Et je pense que c'est notre responsabilité de mettre le paquet au bon endroit, tout le temps. Est-ce que vous avez eu le sentiment de faire ça aussi, de mettre le paquet au bon endroit? Non, mais je ne sais pas si on reprend... cette histoire d'Oberkampf, on a mis le paquet dans la pierre, parce que économiquement, ça coûte un peu cher. Et quelque part, il ne nous restait pas grand-chose aussi économiquement pour faire quelque chose d'architectural, et pour attaquer ces questions de la forme aussi, parce que la matière, elle ne suffit pas, et elle
ne suffit pas à faire tout le bâtiment, à régler tous les problèmes. Et donc pour ces questions de forme qui nous préoccupent, effectivement, il y avait un équilibre à trouver. Et l'équilibre, il était de mettre le paquet. On n'a pas vu, vous n'avez pas passé de photos volontairement. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est mieux d'en parler, mais de vos différents projets. Mais vous avez mis le paquet sur la Maxi Brique aussi, par exemple. Vous parlez du linteau, mais vous pouvez dire un mot quand même là-dessus? Oui, on peut dire un mot. Maximo. On vient de livrer un bâtiment en Maxi Brique au Rincy. Je ne sais pas, est-ce que il faut vraiment parler de nos... Non, mais l'idée de le nouveau, il se situe où? Là-dedans, justement. Le nouveau, il se situait peut-être ici à un moment où donc c'est au Rincy, dans un territoire à nouveau un peu privilégié du 93. Donc je ne sais pas ce qu'on a, on est souvent dans des territoires plus bourgeois, plus cossus un peu que les communes limitrophes, et qui est un territoire de briques. Voilà, de terre cuite, dont l'identité repose beaucoup sur la brique. Et il s'avère que c'est un projet qu'on a gagné, qu'on a mené un peu parallèlement, les études qui ont été menées en parallèle à la rue Oberkampf, et on était intéressé à l'idée que ce que tu vois porte aussi, et donc faire en sorte que le matériau puisse avoir d'une façade, d'une enveloppe, puisse avoir de multiples fonctions, tu vois, de manière à justement, dans un principe d'économie, simplifier ce qui constitue les éléments qui constituent l'enveloppe. Donc la maxi brique, c'est une brique de 22 cm par 22 cm qui porte le bâtiment. Donc c'était à la fois une manière pour nous, qui porte, oui, les charges venant des planchers. Donc c'était une manière pour nous assez simple de prendre l'existant et l'identité du Rincy, constituée principalement de briques, mais plutôt une brique de parement, peut-être autoporteuse, mais jamais vraiment porteuse des charges venant des planchers, et de se dire, tiens, c'est intéressant, il y a un produit qui est presque le même, dans une quantité de matière qui est quand même aussi assez mesurée, mais qui permet tout d'un coup de passer de l'idée simplement d'image, d'identité, à l'idée de construction, d'assemblage, et donc tout coup d'être augmenté comme ça d'un rôle nouveau. Et c'est peut-être là où, voilà, c'est toujours de la brique, et peut-être le pas grand-chose là, c'était les 10 ou 10,5 cm sont devenus 22. Et du coup, ce pas grand-chose-là, il était dans le doublement de la matière brique pour faire passer la brique, justement, de l'idée de parement à l'idée de construction. Bruno Godin a fait un peu ça à Nanterre aussi. Il a utilisé c'est un très beau bâtiment. Mais moi, je vous trouve tout à fait passionnant, mais je voulais savoir une chose. Si par hasard, des gens veulent poser des questions, ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas, levez la main. Mais je ne m'arrête pas en attendant que personne ne réponde. Donc, mais sachez que si vous voulez, n'hésitez pas. Je voulais savoir une autre chose aussi. Est-ce que votre idée quand même, c'est en permanence ou tout le temps d'avoir un seul élément, par exemple, et de l'utiliser pour la totalité du bâtiment, d'agencer un seul élément? Non. Non, pas forcément. Je pense pas, en fait. Non. Même si il y a une recherche d'unité et donc de proposition constructive ou du développement d'un système constructif cohérent et relativement unitaire, il est fait de morceaux hétérogènes. Et on parlait de complémentarité des matériaux. C'est très important dans les bâtiments. Et on parle d'un bâtiment en briques, mais en fait, il y a d'énormes linteaux en béton préfabriqués sur site qui complètent la construction. On parle d'un bâtiment en pierre pour la rue Oberkampf, mais en fait, on a des planchers bois, des structures métalliques intérieures et des grandes poutres en béton qui franchissent les grandes terrasses à l'arrière. Donc en fait, il y a peut-être une image, et ça renvoie à cette question d'étendard qu'on évoquait tout à l'heure. Très vite, en fait, on simplifie les choses, on simplifie le discours, mais en fait, non, parce qu'on est plutôt dans une complémentarité de matériaux, même si voilà, on ne fait pas des patchwork non plus, on n'est pas dans cette écriture d'une diversité absolue. Parce que ça porte, parce que ça construit les choses. Donc forcément, c'est un peu répétitif, parce que c'est un peu rationnel et c'est un peu chiant aussi. Voilà, mais... En revanche, c'est vrai que la question du matériau, elle met le projet dans une certaine mécanique. Tu vois, à plusieurs échelles, à l'échelle du territoire, à l'échelle de l'assemblage, à l'échelle des entreprises, à l'échelle de l'économie du projet. Et
Et peut-être que le paquet, il est mis assez vite sur, OK, maintenant qu'on a choisi ce matériau, là on parle de la maxi-brique ou du chanvre sur un autre projet, tout d'un coup ça met le projet dans un ordre de marche duquel, pardon, il est un peu assujetti jusqu'au bout. Ça devient une règle un petit peu pour le mener jusqu'au bout. C'est vrai que le choix du matériau initial, même si après il est complété par d'autres éléments qui sont d'autres matériaux autres que lui-même, voilà, ça le met dans un principe et dans un principe de conception assez rigoureux. Alors il y a une chose qui me surprend, c'est que quand on s'était vu, il y avait une expression qui revenait sans cesse au point qu'on avait pensé à un moment que c'était peut-être un tic de langage, mais c'était plus que ça. C'était la question. Chaque fois, vous disiez la question de la pierre, la question du béton de chanvre. Vous l'avez employé une fois, la question pour, je ne sais plus quel mot un peu bizarre là, tout à l'heure. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus la question, vous avez les réponses? Dans le texte, on a mis la question du réemploi aussi. Ah oui. J'ai pensé à toi. Question du réemploi. Exact, oui. Non, c'est plus pour se dire une fois de plus que le sujet, on l'emprunte. En fait, c'est une question qui est là et on aime bien. C'est vrai, mais je me demande si c'est pas un tic de langage. C'est là aussi la réflexion qu'on s'était faite. Mais je pense que c'est un peu plus vrai que ça. C'est vraiment le fait que la chose où la question ait déjà été posée, que la ligne de force est déjà un peu là. Donc on va s'approuver. En tout cas, on va proposer une réponse. Tu vois, aujourd'hui, à cette histoire du réemploi, où on pense que voilà, il faut qu'il garde sa forme, il faut qu'il projette dans le nouveau, la reconnaissance, le déjà-vu, la découverte, tout ça. Donc, tout d'un coup, on se pose collectivement. C'est une manière d'être collectif, je pense, la question. Et peut-être pour compléter, c'est une part d'incertitude assumée aussi. Dans la question, il y a plusieurs réponses possibles et qu'on cultive aussi cette incertitude qu'on partage, qui prolonge les questions, qui fait débat, qui alimente la question. Mais c'est pour ça qu'il me semblait que justement dans vos approches parallèles ou diverses, la manière dont vous posiez les questions n'était pas les mêmes, quoi. Entre la question de la pierre et la question de la communauté rurale, par exemple, c'est pas exactement la même façon d'aborder l'architecture. C'est ce qui me semblait. Non, aucune question? Bon, allez. Bon, pas de question. On a encore un peu de temps, Francis, ou 5 minutes. Bon, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose? Moi, je veux insister pas sur la défense, mais sur le. On a cité Pauline tout à l'heure, mais on a été beaucoup à travailler sur cette installation. Donc vraiment envie de. Je ne sais pas si j'arrive à tous les citer, mais il y avait Nicolas Pabion, Pia Le Petit, qui ont été là les week-ends, le soir, pour peindre, pour clouer, pour visser. Tout le monde a fait quelque chose. Il y avait Roxane et Léonard qui étaient encore là ce matin pour descotcher, pour faire des reprises. Donc voilà, on tient beaucoup à ce que là, on est tous les deux à parler, mais si on avait pu, on aurait été tous ensemble, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et Anna, moi, il y a une autre question que je voulais, une question que je voulais poser, c'est que bon, tu as reçu un prix très important en Suède pour une très belle maison, mais là, on a beaucoup parlé de votre action du groupe, enfin du collectif encore dans le sud de la France, mais vous êtes cantonné au sud de la France ou vous avez des projets dans d'autres sites, d'autres régions? Oui, il y a tellement peu d'architectes, mais bon, là, je vois plein, donc il y a plein de places. Bon, après, il faut vivre 9 ans avant. non, mais il n'y a pas assez d'architectes chez nous encore, mais ils vont arriver. Donc, pour l'instant, on a beaucoup de travail à faire. Et c'est notre priorité. La raison que j'ai fait une maison en Suède, c'est que nous avons vécu 6 ans en Suède. Et effectivement, j'ai commencé ce projet avec une artiste à l'époque. Voilà. Et après, en fait, la raison que j'ai un projet à Paris, c'est parce qu'il y a ma fille qui est là, elle habite à Paris, donc j'habite un peu ici aussi dans ce certaine manière. Et comme je travaille avec Raphaël aussi, qui fait partie du collectif encore aussi, nous avons un projet aussi en école. Et c'est un projet tellement joli avec plusieurs hectares de parcs et de réhabilitation et tout ça. Donc effectivement, mais normalement, on se concentre tous nos efforts dans le Béarn Pays Basque. Parfois, on travaille un tout petit peu dans les Landes, mais c'est vraiment des petites infidélités.
Donc c'est quasiment une offre de service, un appel aux architectes pour aller s'installer dans les Pyrénées. Nous avons besoin de vacances. Oui, c'est ça. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup. Moi, je vous ai trouvé tout à fait passionnant. Je ne sais pas si vous étiez d'accord avec moi, mais enfin, vraiment, c'était très, très bien, je trouve. Ouais, original, et voilà.